Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Bonnet M avec le titre Rasputin. Jean-Paul, c'est un rapport avec ce dont tu vas parler aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous allons parler de Grigori Rasputin, dont c'est le 105e anniversaire de la mort. Pour ceux qui ne connaissent pas Rasputin, dont on chante, dont on parle chanson, justement dans cette chanson, c'est un personnage assez sulfureux de l'histoire de la fin de l'époque impériale russe, notamment la fin de la dynastie des Romanov. Nicolas II, qui était le dernier tsar de Russie, était surtout son épouse, la tsarine Joséphine, était une personnalité qui était extrêmement proche de Grigori Rasputin. Alors, pour bien déjà comprendre le personnage, c'est quelqu'un auquel on a attribué beaucoup d'histoires, si bien qu'aujourd'hui... C'était pas un personnage mythique, il a existé vraiment. Oui, non, c'est pas un personnage mythique, mais on a tellement raconté de choses sur lui qu'il s'est peu à peu, avec le temps, transformé en véritable légende. Et donc aujourd'hui, les historiens même ont toujours du mal à dénouer ce qui est vrai du faux. Ce n'est par exemple qu'il y a environ une dizaine ou une vingtaine d'années que l'on a pu enfin savoir dans quelles circonstances est-ce qu'il a été véritablement assassiné, parce qu'il faut savoir que sa mort coïncide avec la chute des Romanov, avec la chute du règne de Nicolas II et avec la fin de l'Empire russe. Et puisque le pays après va basculer dans une guerre civile qui ne va connaître son terme qu'en 1925 avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks et donc de Lénine. Donc c'est un personnage qui est à la fois, comme je le disais, assez étrange, puisqu'on lui attribue beaucoup de faits. On dit que c'est un aventurier, un guérisseur, un pèlerin itinérant. D'autres le personnifiaient même comme étant un véritable diable ou un intrigant dans la cour impériale. Et d'autres plutôt disent que Rasputin est un peu simple, c'est un peu tout ça, c'est un coureur de jupons, c'est un alcoolique notoire, c'est un faux dévot, c'est quelqu'un qui... se faisait passer pour ce qui n'était pas. Mais pour la petite histoire, il faut donc se rappeler que le petit que Grigori Rasputin est né en janvier 1869 dans le district de Tyumen, c'est en Sibérie occidentale, non loin des monts de l'Oural. Alors, il est issu d'une famille relativement aisée, puisque ses parents sont des petits paysans propriétaires de terre. Lorsqu'il avait à peu près 7-8 ans, il va échapper à la mort, notamment en tombant dans les eaux glacées avec son grand frère Andrei. Il sortira de là avec une grosse pneumonie. Son frère aussi, malheureusement pour ce dernier, il ne survivra pas. Et donc, à partir de cet incident-là, on va commencer à lui attribuer certaines qualités, notamment de voyant. Et puis maintenant, concernant son adolescence, là aussi, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, puisque certains décrivent comme quelqu'un qui va très jeune, va commencer à aller visiter du pays, donc il va commencer à voyager. Mais durant ces voyages-là, est-ce que c'était des voyages d'espèce d'une itinérance pour essayer de trouver un endroit où gagner sa vie, ou bien c'était une espèce de découverte de soi-même, d'apprentissage? Ça, on ne le sait pas. Et durant cette période-là, certains le décrivent comme un espèce de débauché notoire, un alcoolique, un voleur, un bagarreur et un coureur de jupons invétéré. Pour d'autres, ils décrivent plutôt cette période comme celle où, évidemment, il va se former en matière de théologie. Notamment, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné par les écritures bibliques, et à cette période-là, certains historiens disent même qu'il va fréquenter de manière assidue les monastères et les écoles de théologie dans un peu partout en Russie et en Europe, puisqu'on retrouve même sa trace jusqu'en Grèce à travers de nombreux pèlerinages. Alors, quoi qu'il en soit, durant cette période-là aussi, il va se marier en 1888 avec une jeune paysanne qui s'appelait Praskovia Fridonovka, avec laquelle il va avoir 5 enfants entre 1895 et 1900. Parmi ces 5 enfants, malheureusement, 2 mourront en bas âge. Mais n'ayant pas la fibre paternelle, il va décider d'abandonner tout simplement sa femme et ses enfants, et va partir de la Sibérie pour s'installer à l'automne 1903 à la ville de Saint-Pétersbourg. Et 1 an et demi plus tard, grâce à un événement dont je vais parler tout à l'heure, il va devenir l'un des proches de la famille impériale. Alors, son principal voie de fait,
a lieu notamment en 1912. C'est à partir de là qu'il va réussir à entrer dans la vie des Romanov, puisque il faut se rappeler que le tsarevitch Alexis, qui était le prince héritier du trône, lui, il était hémophile. C'est-à-dire qu'il avait... l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui se caractérise par une incapacité du sang à se coaguler. Et donc, les aristocrates sont extrêmement inquiets sur son état de santé, puisque c'est quelqu'un qui, depuis sa naissance, est sujet à des maladies. Et donc, une fois de plus, en octobre 1912, lors d'un séjour de chasse avec ses parents en Pologne, il va se blesser à une jambe. Et à partir de là, la blessure va commencer à faire une petite gangrène. Et donc, les médecins vont tenter le tout pour essayer de le sauver, mais ils vont malheureusement échouer. Ils vont donc se déclarer impuissants, et donc ils vont annoncer aux parents que le prince héritier va tout simplement mourir. Et donc, ils vont même déjà administrer les derniers sacrements tsarevitch. Et là, ils vont recevoir un message d'une personnalité, donc en l'occurrence Raspoutine, qui va leur envoyer un message en disant qu'il avait prié pour le prince héritier, et que Dieu avait entendu ses prières, et que le prince héritier, donc le tsarevitch, n'allait pas mourir, au contraire, il allait guérir de cette blessure. Et comme par miracle, quelques jours plus tard, donc aussitôt ce message arrivé, on voit un changement de l'état de santé, un changement spectaculaire du changement de l'état de santé du prince Alexis, et celui-là va se rétablir. À partir de ce moment, donc, la tsarine, donc l'épouse de Nicolas II, va donc va demander d'abord que Raspoutine vienne la rejoindre et imposer que dorénavant, il soit à ses côtés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'elle estime que c'est celui qui tient entre ses mains la vie du prince héritier. Et donc, à partir de là, il va se nouer une relation extrêmement forte entre surtout la tsarine et Grigory Raspoutine. Celui-ci devient, si tu veux, devient le principal conseiller de la tsarine. Et donc, principal conseiller aussi, il y a un autre fait majeur, c'est que la famille de Raspoutine et celle de la tsarine sont tous deux originaires d'Allemagne. Et donc, ces origines communes-là germaniques vont également ressouder les liens. À partir de ce moment-là, entre 1912 et 1916, Raspoutine va devenir un personnage incontournable de la cour impériale russe. Il est même dit que à partir de là, il va commencer à prendre du galon, parce qu'il va commencer de par son influence, à se bâtir tout un réseau de fidèles. Ces fidèles, il va les installer petit à petit, d'abord dans des postes au sein de l'église orthodoxe russe, notamment en nommant des évêques. Il va par la suite arriver dans le terrain politique, parce que grâce à son influence, il va permettre la nomination de certains députés à la Douma. Il va permettre notamment à certains hommes d'affaires d'obtenir des contrats, d'obtenir des marchés ou d'obtenir des grâces de la part de la famille impériale. Bref, il devient le personnage qui n'a aucun poste officiel de la cour, au niveau de la cour impériale. Il n'a aucune fonction officielle, mais il a une aura, il a une influence qui est évidemment incontestable. Et c'est cette position ambiguë-là qui va faire naître aussi bien des amitiés que des inimitiés. C'est-à-dire que petit à petit aussi, il va commencer à se faire des ennemis au sein de la cour, notamment au sein de la bourgeoisie russe qui était là. Et donc, avec les années, donc, il va se faire de plus en plus d'ennemis. Et en 1916, alors que la guerre a éclaté, la Première Guerre mondiale a éclaté depuis 1914, et la Russie, évidemment, est engagée dans le conflit. Malheureusement, pour l'Empire russe, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'armée russe se fait détricoter sur le front par les armées allemandes et leurs alliés japonais. Et donc, à partir de là, le prince Nicolas II, pour reprendre un peu les choses en main sur le plan militaire, à partir de 1916, notamment octobre 1916, il va donc décider de quitter Saint-Pétersbourg pour aller évidemment au front, prendre directement la direction des opérations militaires. Et à partir de là, donc, il va laisser à son gouvernement la gestion des affaires courantes. Mais qui dit gouvernement dit en vérité, en fait, qu'il laisse la gestion de ses affaires courantes à son épouse, la tsarine, et elle, évidemment, se remet systématiquement à Raspoutine pour prendre la moindre décision. Et donc, à partir de là,
l'aristocratie et la bourgeoisie vont voir en Raspoutine le danger qui est la cause, notamment des déconvenues militaires avec les conséquences économiques considérables que ça, puisque les usines russes tournent de moins en moins. Les Russes ont du mal sur le plan économique à lever l'impôt et donc la pauvreté continue de gangréner, enfin, continue de s'élargir dans la population, même si il faut bien ne pas l'oublier que la grande partie de la population étant agricole, et cette population est déjà pauvre même lorsque Nicolas II arrive au pouvoir. Mais disons que la première grande guerre, va considérablement dégrader la situation sociale de ces agriculteurs-là. Et donc, un certain nombre d'aristocrates et de membres de la bourgeoisie locale vont donc décider de fomenter un assassinat, donc l'assassinat de Grégory Raspoutine. Et donc, parmi eux, il y a un membre de la famille Yusupov, qui est la famille la plus riche de Russie, et donc Dimitri Yusupov, qui est le chef de cette famille-là, va donc décider d'inviter notamment Raspoutine à un dîner. C'était le 16 décembre 1916. Alors donc, Raspoutine est invité au palais de Yusupov sous le prétexte de rencontrer l'épouse justement de Félix Yusupov, la grande duchesse Irina, qui n'est autre que la nièce du tsar Nicolas II. Et donc, durant la soirée, on va lui servir d'abord des gâteaux mélangés à la cyanure et des verres de vin dans lesquels aussi il y a du poison. Alors, malheureusement, tout au long de la soirée, les convives qui ont fomenté justement l'assassinat de Raspoutine constate que Raspoutine ne meurt pas. Il a l'air plutôt plus bourré que mort. Et donc ça va considérablement énerver Félix Yusupov, qui va donc décider d'abréger, d'écourter la soirée et d'aller droit au but. Il va donc sortir un revolver et il va tirer à plusieurs reprises sur Raspoutine. Alors Raspoutine tombe mais ne meurt pas. Et donc à son grand étonnement, au grand étonnement des membres qui étaient là présents, qui étaient tous complices, eh bien Raspoutine se relève et fonce sur Félix Yusupov. Alors, il s'ensuit alors une bagarre qui sera une fois de plus arrêtée par d'autres coups de feu, parce qu'il faut savoir que d'autres personnes étaient présents lors de ce dîner-là, notamment le grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui était l'un des cousins de Nicolas II. Il y avait également un député d'extrême droite qui s'appelait Vladimir Pourinetchevich, qui était lui connu pour son antisémitisme et qui était également le médecin qui va fournir le cyanure qui était censé tuer Raspoutine. Et donc là, l'un d'eux va saisir le revolver et on va tirer à plusieurs reprises sur Raspoutine. Enfin, alors, tout le monde qui était dans la salle voulait tuer Raspoutine. Voilà, c'était tout simplement un complot pour mettre fin à sa vie. Et donc, il tombe une fois de plus. Et là, les gens pensent qu'il est mort. Et ben, ils vont le soulever et aller balancer son corps dans la Neva, une rivière qui était là à côté. Donc, le lendemain, on va découvrir le cadavre de Raspoutine. Et donc, la tsarine va demander à ce que l'on fasse une autopsie. Et là, on va découvrir que Raspoutine n'est pas mort à la suite de ses blessures, mais il est mort par noyade. Ça veut dire qu'au moment où ils l'ont même balancé dans la rivière, eh ben, il n'était toujours pas mort, malgré la cyanure et toutes les balles qu'il avait encaissées. Et donc, à partir de là, à partir de la mort de Raspoutine, eh ben, ce sera évidemment la chute de la famille Romanov, puisque en juillet 1918, à peu près 8 mois après la mort de Raspoutine, eh ben, le tsar Nicolas II va abdiquer, parce qu'évidemment l'aristocratie et la bourgeoisie vont lui imputer la responsabilité de la débâcle militaire lors de la Grande Guerre et le fait que la Russie prenait une déculottée. Et puis sur le plan intérieur, il y avait la montée des bolcheviks, donc des socialistes, dont le fer de lance était Lénine, qui était lui à l'époque en exil en Suisse. Et donc pour parer d'un côté à la montée des bolcheviks, donc des socialistes, et pour parer aussi au mécontentement des classes les plus pauvres qui voyaient leur situation extrêmement dégradée du fait de la famine aussi qui s'était installée à partir d'octobre, de novembre-décembre 1917. Et donc pour parer à tout cela, ces aristocrates qui voulaient aussi sauver leur tête, sauver, si tu veux, la cour impériale, sauver la couronne impériale, vont donc décider de faire abdiquer Nicolas II, mais le mal était déjà profond. La société russe était déjà gangrenée aussi bien par la corruption dans l'armée, par le fait qu'aussi on avait des militaires qui étaient démoralisés et démobilisés, qui ne voulaient plus aller au combat. À l'intérieur, il y avait des luttes entre les
cour impériale et ceux qui voulaient mettre en place une république. Et puis à côté, il y avait les socialistes qui, eux, voulaient totalement balayer la totalité de la société russe pour bâtir cette république sociale qu'ils rêvaient. Et donc à partir de là, évidemment, la Russie, après l'abdication du roi de la famille, enfin du tsar Nicolas II, 3 mois plus tard, celui-ci sera assassiné. Ce sera dans la nuit du 16 au 17 juillet, pas 3 mois, quelques jours après son abdication, il sera assassiné. Et évidemment, à partir de là, ce sera la fin de la dynastie des Romanov, la fin du tsarisme. Et puis, le pays va basculer dans une guerre civile jusqu'en 1925 avec l'avènement du socialisme et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks qui, plus tard, vont mettre en place l'URSS, la République... L'Union des Républiques socialistes soviétiques. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fraîchement. Urban FM 104.5.